Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre cours d'histoire de la musique. Un chapitre qui va nous occuper pendant plusieurs semaines, puisque c'est l'une des périodes clés du développement de la musique au XIXe siècle, la période allant de 1830 à 1850. C'est en effet une période dans laquelle sont actifs des compositeurs parmi les plus importants du XIXe siècle, pour ne citer que les plus connus, Mendelssohn, Schumann, Chopin, Liszt et Berlioz. Il faudrait y ajouter Wagner et Verdi pour l'opéra, on en parlera dans le chapitre suivant, comme vous le voyez. Tous ces compositeurs sont nés aux alentours de 1810, et on pourrait y ajouter bien d'autres. Berlioz est un tout petit peu plus ancien, tous les autres, 1803, tous les autres sont nés à 3 ans près, autour de 1810. On peut donc vraiment parler d'une génération, et comme c'est une génération de compositeurs et plus généralement d'artistes qui tenteront de faire triompher le message romantique, l'idéal romantique dans l'art, et en particulier dans la musique, il est assez courant de les désigner sous l'expression la génération romantique, la génération de 1810 ou la génération romantique. Comme d'habitude, entrons dans ce nouveau chapitre en plantant le décor politique et historique, disons, général, en rappelant que 1830 est une année importante de l'histoire de l'Europe, dans laquelle à peu près toute l'Europe est secouée par une vague de révolutions, une série de révolutions, insurrections et révoltes, qui se terminent de façon assez diversifiée, suivant les pays, mais qui mettent à mal l'ordre de la Restauration, l'ordre des nobles mis en place suite à la défaite de Napoléon. Ici, il s'agit d'une gravure d'une bataille, je ne sais plus laquelle, de l'insurrection polonaise, qui commence en novembre 1830 et qui va finir, c'est une de celles qui va mal finir, elle va finir par être écrasée, réprimée dans le sang par les troupes russes que vous voyez ici, combattant en particulier les Cosaques contre les patriotes insurgés polonais. Il est intéressant de remarquer que les révolutions au XIXe siècle se produisent rarement de façon isolée. C'est relativement normal. Toute l'Europe est unie, en tout cas toutes les monarchies européennes avec leurs armées et leur pouvoir économique, sont unies pendant cette période pour faire en sorte que les idées révolutionnaires ne puissent plus prendre, ne puissent plus partir. Et donc, si vous êtes, disons, un idéologue plutôt révolutionnaire et libéral durant la période 1815 à 1830, vous risquez, si vous vous révoltez ouvertement, même si vous arrivez à trouver des soutiens et des gens seront prêts à vous suivre, etc., vous risquez de retrouver face à vous l'ensemble de toutes les monarchies européennes avec toutes leurs armées, et donc il y a peu de chances que votre révolte ait du succès. Les rares révoltes qui ont d'ailleurs vraiment éclaté, comme par exemple à Naples, ont effectivement été écrasées dans le sang et ont très mal fini. Mais en 1830, la situation est différente. Soudain, la grogne monte dans différents pays européens en parallèle. Il faut pas limiter l'histoire du 19e siècle, surtout, mais en général l'histoire de l'Europe à un seul pays, et voir que c'est vraiment un phénomène global. Dans différents pays, la grogne commence à monter, et on réclame de plus en plus ouvertement des réformes alors dans un sens libéral, davantage de liberté, éventuellement le suffrage universel, éventuellement la République, liberté religieuse, liberté d'expression, liberté individuelle, et éventuellement la nationalité, c'est-à-dire le fait d'avoir un pays, un État spécifique pour sa nation, si jamais, comme pour les Polonais, ça n'est pas le cas, puisqu'ils sont sous domination notamment russe. Et soudain, au mois de juillet en France, l'un de ces mouvements de grogne se transforme en une véritable révolution qui, en l'espace de 3 jours, de juillet 1830, chasse le roi Charles X de la dynastie Bourbon, le frère de celui qui avait été restauré en 1815, Louis XVIII, et place à sa place sur le trône un membre d'une autre famille dynastique des Capétiens, un cousin éloigné, si vous voulez, Philippe d'Orléans, qui deviendra Louis-Philippe Ier. Donc, la monarchie reste en place, la France reste une monarchie constitutionnelle, mais le nouveau roi est connu pour être beaucoup plus libéral, beaucoup plus favorable aux idées libérales et révolutionnaires en général que son prédécesseur. Et donc, en France, en l'espace de quelques jours, le régime a changé, on a fait un pas en direction du progrès, si je puis dire, en direction des idées libérales. Ce qui surprend beaucoup tous les intellectuels européens qui assistent à ces événements, en particulier en France, il y en a aussi quelques autres en parallèle dans les États allemands, s'aperçoivent que l'Europe ne réagit pas. Les autres monarchies européennes, alors qu'en 1792, elles avaient déclaré la guerre à la France pour essayer de sauver Louis XVI, au fond, cette fois-ci, il n'y a pas de réaction. Et donc, ça encourage d'autres têtes brûlées, d'autres intellectuels et éventuellement d'autres révolutionnaires du reste de l'Europe à se soulever à leur tour. Et puis, ça donne une vague de révolution. Chaque pays, pratiquement, y va de sa révolution avec évidemment des contextes complètement différents et des succès complètement différents. Par exemple, la Belgique obtient son indépendance. Il y a là aussi un facteur religieux qui entre en ligne de compte. La Grèce et la Serbie se détachent de l'Empire ottoman qui est en train de s'écrouler. Nouveau régime en France, on l'a dit. En Espagne, c'est assez différent. Il y a une crise dynastique. Le roi a une fille. Il veut que sa fille lui succède et non pas son frère.
Il va y avoir une crise de succession quelques années plus tard, mais pour que la fille du roi puisse lui succéder, il faut abroger la loi salique, qui datait quand même du Moyen-Âge, de façon à ce qu'une fille puisse accéder au trône. C'est aussi une réforme libérale. En Suisse et en Allemagne, on a différentes révoltes qui ont lieu, les États étant séparés, c'est évidemment différent d'un État à l'autre, et certaines constitutions de ces États sont créées, dans certains cas, il n'y avait pas de constitution, ou sont réformées dans un sens plus libéral. Mais dans d'autres cas, ça ne marche pas. Par exemple, en Angleterre, il y a des révoltes, il y en a eu tout au 19e siècle, tout le long du 19e siècle, c'est assez peu connu dans l'histoire, mais en Angleterre, ça ne donne rien, c'est justement pour ça que c'est assez peu connu. Ces révoltes sont étouffées, et en Pologne, bah, ça a terminé dans le sang, et la plupart des insurgés polonais soit ont été tués, ou exécutés ou déportés, soit ont dû s'exiler, et se sont retrouvés dans les grandes villes, comme vous le voyez dans le deuxième paragraphe. Paris, désormais un peu plus libéral, Londres également, deviennent ce sont des métropoles, hein, deviennent les villes dans lesquelles se réunissent les diasporas des autres pays, c'est-à-dire les intellectuels qui ne peuvent plus rester, par exemple, en Pologne, se réfugient à Paris, en France, et on va avoir un grand cercle polonais en France. Du reste, la France aura de très fortes sympathies pour la Pologne pendant cette période, et les Polonais pourront ainsi organiser les futures insurrections, ou en tout cas se réunir entre eux pour discuter des possibilités de venir en aide à la Pologne opprimée. Ainsi, c'est la même chose pour les Hongrois, c'est la même chose pour les Ukrainiens, et ainsi de suite. Les intellectuels des nations opprimées se réunissent dans les grandes villes, comme vous le voyez ici. Ça a une assez grande importance pour nous, parce que c'est à Paris que, par exemple, Wagner, qui a connu un four terrible à Paris, cela dit, a rencontré Feuerbach et été très influencé par les philosophes et les élites intellectuelles allemandes qui se trouvaient à Paris à l'époque et qui militaient pour une libéralisation, voire une révolution carrément, en Allemagne. Bon, donc ces révoltes ont eu des succès assez variés. Le bilan général des révolutions de 1830 est assez mitigé en fait, mais ça a montré que l'ordre européen noble, aristocratique, l'ordre des monarchies, l'ordre de Metternich, l'ordre du Congrès de Vienne, n'était pas intouchable et que peut-être, si on s'organisait bien, si tous les prolétaires des pays opprimés se réunissaient, comme dira Marx, on pourrait faire tomber cette espèce de chape de plomb qui repose sur l'Europe et installer une société nouvelle. Pour les artistes, ça veut dire aussi que l'espoir renaît. Finalement, peut-être qu'on pourra faire triompher la vision romantique de l'art, même si on peut dire que la période Biedermeier continue, ce qui veut dire que la vision Biedermeier de l'art continue, autrement dit l'art vu comme un divertissement, comme quelque chose de léger, même si cela reste valable jusqu'en 1848, on continue à danser sur des valses viennoises, d'ailleurs on ne va pas arrêter en 1848, de plus en plus, les idéaux romantiques, l'esthétique romantique s'affirment. Il y a un symbole qui est assez connu de cette affirmation des idéaux romantiques, c'est la bataille d'Hernani à Paris, qui date justement de 1830. Hernani, c'est une pièce de Victor Hugo, et la bataille d'Hernani, il s'agit d'une bataille essentiellement verbale qui a opposé, lors de la création de la pièce Hernani de Victor Hugo à Paris, les partisans de l'esthétique romantique, dont Victor Hugo bien sûr, et les partisans de l'art de Victor Hugo, et les opposants, les tenants plutôt de la tradition de l'art classique, du théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre, de la littérature et de la poésie. Et les romantiques, évidemment, tous les journaux dès le lendemain vont en parler pendant des semaines, ça va devenir un vrai sujet d'actualité. Ça a été plus ou moins organisé comme ça dès le début, à vrai dire. Ça deviendra une sorte de symbole, les romantiques partant du principe qu'ils ont gagné parce qu'ils ont crié plus fort. En marge des révolutions politiques, en marge des réformes politiques, il y a aussi des affrontements d'ordre artistique. On peut en faire le symbole de l'esthétique romantique qui s'impose de plus en plus clairement, de plus en plus fortement dans la société, dans l'art, disons, de cette époque. Bon, d'un point de vue musical, on peut constater qu'il y a vraiment un changement de génération. Tous les compositeurs qui avaient été importants dans la période précédente disparaissent aux alentours de 1830. Vous voyez que Weber meurt en 1826, Beethoven en 1827, Schubert en 1828, et Rossini, quand c'est son tour en 1829, il a la bonne idée de décider de se retirer, ce qui va lui permettre de vivre jusque dans les années 1860. Mais à partir de 1829, Rossini n'écrit plus de musique, à part quelques œuvres qu'il appellera ses péchés de vieillesse, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Mais enfin bref, le Rossini qui avait eu tellement de succès pendant cette période-là, après Guillaume Tell en 1829, se retire et n'écrit plus de musique. Donc la scène est libre. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que Schubert ou Beethoven n'auraient pas pu se retirer. Un artiste romantique au sens plein du mot, comme justement Schubert, il écrit par nécessité, on l'a vu. Quelqu'un comme Rossini en 1829, il n'écrit pas seulement par nécessité personnelle, il a gagné suffisamment d'argent, il a réussi dans la vie manifestement, et il va pouvoir continuer à vivre pendant une bonne trentaine d'années, une vie de bon vivant en profitant bien des plaisirs de la vie, en se préoccupant plus tellement de musique et du développement musical.
On voit bien que ce n'est pas exactement le même genre de personnage. Bref, donc Rossini aussi disparaît de la scène, si je puis dire, en 1829. Et les compositeurs qui commencent à faire parler d'eux sont les compositeurs de la génération de 1810, que vous voyez listés ici, dont Liszt, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, Chopin, Berlioz, Mendelssohn, Schumann. Et pour l'opéra, on en parlera dans le chapitre suivant, Meyerbeer, qui est un peu plus ancien et dont le rattachement au romantisme est un peu plus délicat, comme on le verra, la génération intermédiaire entre Rossini et Verdi en Italie, Donizetti et Bellini, et puis bien sûr Verdi et Wagner eux-mêmes, nés en 1813, qui sont morts beaucoup plus tard, de même que Liszt d'ailleurs. Leur carrière se prolonge bien au-delà de 1850, mais c'est dans cette période-là qu'ils font leurs armes et qu'ils installent leur esthétique et leur vision de l'art. Il faut remarquer pour finir que vous avez vu que parmi ces compositeurs, il y avait tout de même pas mal d'Allemands. Meyerbeer et Wagner sont des Allemands. Et évidemment, Mendelssohn, Schumann et Liszt, comme on le verra en partie, sont également des Allemands. L'Allemagne, de plus en plus, s'impose comme le pays de la musique au XIXe siècle. C'est accepté sans trop de difficultés par les autres nations, dans la mesure où ces autres nations ont d'autres arts. Par exemple, les Français sont très fiers de leur tradition de théâtre et leur tradition poétique, et diront sans trop de jalousie ou de problème que l'Allemagne est un pays profondément musical, et donc que les vrais musiciens romantiques sont des Allemands. Ça sera un élément fondamental du nationalisme allemand, de dire que les Allemands ne sont pas des grands penseurs, pas forcément, dommage pour Kant, mais ce ne sont pas forcément des auteurs de théâtre, ils n'ont pas un esprit très systématique, mais ils sentent. Ce sont des gens qui sentent profondément, et la musique, c'est l'art des gens qui sentent, qui perçoivent quelque chose de profond, quelque chose de puissant, qu'on n'arrive pas forcément à exprimer. Et donc, les Allemands seront convaincus d'être le peuple musicien, le peuple romantique aussi, par excellence. Le romantisme musical, donc, s'exprime essentiellement en Allemagne et au travers des compositeurs allemands. Tout ce que je viens de dire aura malheureusement des versions dérivées, des dérives assez ennuyeuses, disons, aura des lendemains assez funestes, comme on va tout de suite le voir dans les vidéos suivantes, puisqu'on parlera de Mendelssohn, dont la position dans l'histoire de la musique allemande a été remise en question à cause de ses origines juives.